Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de résolution de l'exercice sur le push-pull. Alors le push-pull, c'est un montage à deux transistors, comme vous voyez ici, voilà, qui s'écrit comme ça. Et en fait, ces deux transistors, il y en a un qui est de type NPN et l'autre qui est de type PNP. Voilà. Alors si j'enlève temporairement le PNP qui est ici, eh bien vous reconnaissez le montage de l'exercice précédent, c'est-à-dire le montage du transistor NPN monté en collecteur commun, d'accord, alimenté ici par une tension de plus 10 volts, d'accord, par rapport à une référence de tension qui est ici à 0 volts. Voilà. Donc tout ce qu'on a appris sur l'exercice précédent sur ce type de montage, on va pouvoir le réutiliser. Voilà. Et on savait notamment que sur ce type de montage, eh bien, la tension VS était forcément supérieure à 0. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un push-pull? Eh bien, on met ici un transistor PNP, voilà, qui va lui permettre de faire des tensions VS inférieures à 0. Et pour que ce soit le cas, eh bien, le collecteur de ce transistor sera relié à un potentiel fixe, donc ce sera bien un montage aussi à collecteur commun, mais pour un PNP. Et par contre, ce potentiel fixe est négatif, il est à moins 10 volts. Voilà. Alors pourquoi on appelle ça un push-pull? Eh bien parce que le transistor Q1, qu'on va appeler ici le NPN, là, voilà, ici Q1, puis lui on va l'appeler Q2, voilà, et bien Q1 est capable de fournir du courant dans la charge, comme ça on dit qu'il pousse du courant dans la charge. Voilà, et quand on veut en aspirer du courant, quand on veut tirer du courant depuis la charge, eh bien c'est ce transistor qui va pouvoir le faire, le PNP, Q2. Voilà. Dans l'exercice, il est annoncé que pour l'exercice, les deux transistors sont considérés comme ayant un gain de 100. Voilà, et des diodes internes qui peuvent être modélisées par des diodes à seuil dont V seuil vaut 0,6 volts. Voilà. Bon, le décor est planté. Voilà, et on va pouvoir répondre aux questions. Donc la première question, c'est donner l'expression de VS en fonction de VE si Q1 est en régime linéaire. Voilà. Donc c'est la question A. On va le mettre là. Donc on a Q1 qui est en régime linéaire. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien on sait que c'est la diode interne, un base émetteur va être conductrice, et que la tension base émetteur donc sera égale à 0,6 volts. Ensuite on fait une petite loi des mailles qui nous dit que VE égale 0,6 plus VS. Voilà, si on fait par la loi des mailles, on pourra faire avec les potentiels. Donc VE égale 0,6 plus VS. Et ça entraîne donc que VS est égal à VE moins 0,6 volts. Donc ça c'est le résultat, très vite obtenu. Bon, en fait c'est le même résultat que celui de l'exercice précédent, c'est ce que je vous avais dit. Ça ne change rien à l'exercice précédent. Donc ça c'est un premier résultat. Donc c'est si Q1 est en régime linéaire. En petit b, on vous pose la même question, mais si c'est Q2 qui est en régime linéaire. Alors si Q2 est en régime linéaire, cette tension-là, on ne sait plus ce que c'est, mais par contre, la diode interne qui est dans Q2, je vous rappelle, je la dessine comme ça en plus, mais elle est orientée dans ce sens-là, si je puis dire. Voilà. Je ne vais pas redessiner tout le schéma interne de Q2, le schéma équivalent, on n'en a pas besoin. Mais c'est simplement pour dire que la tension entre là et là, quand cette diode conduit, enfin celle qui est à l'intérieur du transistor, eh bien, la tension à ces bornes sera de 0,6 volts. Tension de seuil d'une diode à seuil. Et donc cette fois, on va avoir la loi des mailles qui donne que VE plus 0,6 volts égale VS. Donc ça fait VE plus 0,6 volts égale VS. Et ça entraîne donc que VS sera égal à VE plus 0,6 volts. Bon, j'aurais pu le faire avec les potentiels en disant qu'entre là et là, il y a 0,6 volts d'écart. Ce potentiel-là est 0,6 volts au-dessus de celui-là. D'accord? Donc VS égale celui-là plus 0,6. Voilà, on peut le faire comme ça avec les potentiels aussi. Sans problème. Alors, question C. En déduire pourquoi Q1 et Q2 ne peuvent pas fonctionner simultanément en régime linéaire. Voilà. Eh bien, c'est parce que, on peut le dire de plusieurs manières, mais en fait, quelle que soit la valeur de VS, par exemple, je sais pas, par exemple, on prend VS égale, je sais pas moi, 5 volts. Voilà. Pour VS égale 5 volts, il faudrait que VE soit à la fois égal, ici, alors pour celui-là, il faudrait qu'il soit égal à 5,6 volts, et ici à 4,4 volts. Donc en fait, VS ne peut pas avoir deux valeurs en même temps. Voilà. On peut le dire autrement aussi, la tension qu'il y a entre ce point-là et ce point-là,
D'accord? Elle ne peut pas être égale à 0,6 volts si c'est ce transistor qui conduit, ou à moins 0,6 volts si c'est celui-là qui conduit, voilà, qui est en régime linéaire. Voilà, donc le potentiel ici ne peut pas être à la fois égal à VS, si on prend en sens à VS plus 0,6 ou à VS moins 0,6. Ça n'est pas possible. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors maintenant, on va faire un peu de raisonnement. On va dire si VE vaut 4,6 volts. Et on va demander, il y a plusieurs réponses plusieurs questions comme ça. Alors ce qu'on va faire, un petit tableau avec VE, VS, IE1, IE2, IB1, IB2. Alors, on fait le tableau déjà. Donc ça c'est la question C, on a répondu. La D maintenant. Donc je mets une valeur de VE. Je veux la valeur de VS. Du courant dans l'émetteur 1. Du courant dans l'émetteur 2. Du courant dans la base 1. Et du courant dans la base 2. On va préciser qui est qui quand même. Alors, le courant d'entrée ici, on va l'appeler IE. Le courant ici, on va l'appeler IB1, puisque c'est le courant dans la base 1. IB2, on va le mettre fléché dans l'autre sens, puisque c'est un courant qui ressort, donc ça sera IB2. Le courant dans l'émetteur 1, ça sera IE1. Et ici, le courant, un peu de place, le courant IE2. Voilà. Et ça, c'est la résistance de charge. Et puis voilà, les courants de collecteur, on va dire que c'est les mêmes que les courants d'émetteur, à peu près. Et le courant qui va sur la charge, là, ici, celui-là, on va l'appeler, je vais mettre des petits I, IS. Comme je suis parti avec des petits I, je vais mettre des petits I partout. Voilà, le décor est planté, et maintenant, ici, je mets 4,6 volts. Voilà, j'efface un petit peu, voilà, ça j'efface, on ne sait pas trop. Donc ici, j'ai plus 4,6 volts. Alors la question, c'est savoir lequel des deux transistors va conduire, lequel des deux va être en régime linéaire. Bien, s'il y a 4,6 volts et que c'est celui-là qui conduit, ça nous fera VS égale, j'utilise cette relation, ça fait VS égale 4 volts. Est-ce que c'est cohérent dans ce cas-là? Oui, parce que s'il y a plus 4 volts ici, eh bien, il va bien y avoir du courant qui descend dans ce sens-là, qui coule dans ce sens-là dans la résistance, qui s'écoule, et donc, eh bien, c'est un courant qui peut venir de ce transistor. Donc en fait, c'est tout bon. Si j'avais fait l'hypothèse inverse, on va noter ça déjà, ça fait VS égale 4 volts, donc ça c'est si Q1 conduit. Voilà. Si ça a été Q2, on avait pris Q2 qui conduit, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait obtenu? On aurait obtenu VS égale 4 volts plus 0,6, c'est-à-dire 5, pas 4 volts, 4,6 volts plus 0,6. Et là, ça aurait fait donc 5,2 volts. Donc 5,2 volts ici, on aurait eu un courant qui coule toujours dans ce sens-là. D'accord? Mais un courant qui coule toujours dans ce sens-là, c'est incompatible avec un courant qui vient par Q2. Puisque Q2, en fait, il conduit le courant que dans le sens descendant pour lui. Voilà. Donc c'était pas possible qu'il y ait du courant. En fait, Q2 ne peut fonctionner que s'il y a du courant qui remonte comme ça, donc que pour des VS négatifs, en fait. Voilà. Donc comme ça induit un VS fatalement positif, eh bien c'est forcément Q1 qui conduit. Du coup, le courant dans le transistor 1, Q1, ben, c'est le courant qui va dans la charge. Et le courant dans la charge, eh bien, ça sera donc 4 volts divisé par 10 ohms. Donc 4 volts, allez, j'écris la formule, 4 volts divisé par 10 ohms, et ça donc fait 0,4 ampères. IE2, ben, il vaut 0 puisque Q2 est bloqué. IB1, eh bien, si le gain de ce transistor vaut 100, IB1, c'est à très peu de choses près, égal à IE1 divisé par 100. Voilà. Quand je fais ça, c'est juste que je considère, normalement, IB1, c'est égal à IC1 divisé par 100, voilà, du fait du gain du transistor, mais on a déjà vu de nombreuses fois que IE1 peut être considéré comme égal à IC1, je vais mettre un petit, du fait que IB1 est 100 fois plus petit que ces deux courants, donc négligeables. Donc là, on va mettre, eh bien, ça va faire donc 0,4 ampères sur 100. Et ça, si je ne m'abuse, ça fait 4 milliampères.
et IB2 il vaut 0. Ça c'est pour la première question. Ensuite, la question suivante, on demande la même chose, mais VE vaut moins 4,6 volts. Avec moins 4,6 volts cette fois, ben, si je rentre dans cette formule-là, c'est-à-dire si c'est Q1 qui conduit, moins 4,6 moins 0,6, ça fait moins 5,2 volts en tension de sortie ici. Moins 5,2 volts, c'est une tension négative, donc c'est-à-dire que le courant IS, en fait, il remonte comme ça, il ne peut pas remonter à travers Q1, puisque Q1 ne conduit le courant que dans ce sens-là, du fait de sa diode à l'émetteur. Donc en fait, c'est une hypothèse fausse. Dans ce cas-là, si je mets moins 4,6 volts ici, le transistor conducteur, ce n'est pas Q1, mais Q2. Et donc, si c'est Q2 qui conduit, eh bien, on va avoir VS qui est égal à VE plus 0,6 volts. Donc là, je mets moins 4,6, je rajoute 0,6, il me reste moins 4 volts. Donc ici, on a moins 4 volts. Voilà, je me mets. Et si on a moins 4 volts, eh bien, ça veut dire que le potentiel ici est plus bas que ce potentiel-là, donc le courant va circuler effectivement dans ce sens-là. Donc il sera dans le sens inverse de la flèche, donc il sera négatif. Et on l'obtient par la loi d'Ohm, en faisant moins 4 divisé par 10. Ça nous fait moins 0,4 ampères. IE2. Non, pardon, ça, je suis trompé. IE, c'est celui-là, parce qu'il vaut moins 0,4 ampères. Ah, pardon. Il y a plein de choses qui n'y vont pas, là. Là, c'est 0, puisque IE1 est négatif. C'est IS qui vaut moins 0,4 ampères, qui sont aspirés dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, on va bien dans la flèche de IE2, donc pour IE2, ça sera plus 0,4 ampères. Hein, on a presque pu mettre une colonne de plus avec IS, de toute façon, je n'ai pas trop la place sur le tableau, pour montrer que cette fois, IS est bien négatif. De toute façon, on le voit, parce que VS est négatif. IB1, ben, il vaut 0, puisque le transistor Q1 est bloqué, et IB2, il vaut IE2 sur 100, donc moins 4, alors pas moins 4 mA, mais plus 4 mA. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a un courant de 4 mA qui est aspiré, et le courant qui vaut moins 4 mA, ce sera IE, en fait, puisque le courant sera dans le sens inverse, le courant effectif sera, ou réel sera dans le sens inverse de la flèche de IE. Voilà. Donc un coup, soit c'est, si on simplifie un petit peu, enfin, on va faire les lignes suivantes, on fera la conclusion après. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une tension d'entrée qui vaut 0,4 volts. Donc je mets 0,4 volts ici à l'entrée. Donc ici, j'ai 0,4 volts. Donc comme c'est positif, on a tendance à penser que ça va être Q1 qui va être passant. Voilà. Mais en fait, on l'a vu déjà dans l'exercice précédent, quand il y a 0,4 volts ici, eh bien cette relation nous fait que si on fait VS moins VE, ben ça fait 0,4 moins 0,6, ça fait moins 0,2. Donc la tension ici serait de moins 0,2 volts si Q1 était passant. Mais c'est pas possible, puisque moins 0,2 volts, c'est-à-dire que le courant passe dans ce sens-là, et qu'il remonte dans l'émetteur de Q1, alors que Q1 bloque le courant dans ce sens-là. Donc en fait, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que ça pourrait être Q2 qui conduit? Ben, avec une tension ici positive, de toute façon, si on injecte dans cette relation 0,4 volts, 0,4 plus 0,6, ça fait 1 volt. Et en fait, ça ferait VS égale 1 volt cette fois, et 1 volt, si je mets 1 volt ici, hein, eh bien ça ferait un courant qui descend comme ça, et c'est pas le sens de conduction de Q2 non plus. Donc en fait, tout est faux, il n'y a ni l'un ni l'autre qui est conducteur. En fait, quand il y a seulement 0,4 volts, il n'y a pas assez de tension pour faire conduire la diode base émetteur de Q1, donc Q1 en fait est bloqué. On avait déjà vu ça dans l'exercice avec le collecteur commun. Donc dans ce cas-là, VS vaut 0, et tous les courants sont nuls. Donc là, on peut remplir la ligne, c'est vite fait, on met que des zéros. Et si on met moins 0,4 volts, pour les tensions négatives, normalement c'est en entrée et donc en sortie, ça serait plutôt Q2 qui serait conducteur cette fois, si je mets moins 0,4. Mais là pareil, il n'y aura pas assez de tension pour faire conduire dans ce sens-là la diode base émetteur qui est dans ce transistor. Donc il n'y aura pas de courant nulle part, et de toute façon les deux transistors sont bloqués. Donc tout est nul. Voilà, alors on va résumer ce qui est dans ce tableau. En gros, s'il y a des tensions suffisamment positives en entrée,
eh bien VS est à peu près égal à VE, mais à 0,6 volts près. On perd 0,6 volts dans le transistor. Voilà. Si la tension d'entrée est négative, alors ça correspondra forcément à VS négatif. Et pareil, cette fois, le VS sera égal à VE plus 0,6 volts. Donc ça veut dire aussi qu'on va perdre de la tension négative, en gros, en rajoutant plus 0,6 volts. Donc on se retrouvera avec une tension négative plus faible, si j'ose dire comme ça. Même si moins 4, en mathématiques, c'est plus grand que moins 4,6. Voilà. Et par contre, si les tensions d'entrée sont trop faibles, et qu'il n'y a pas assez de tension pour faire conduire les jonctions base émetteurs, donc notamment c'est entre 0,6 et moins 0,6 volts en entrée, et bien les deux transistors sont bloqués. On va mettre ça une petite phrase. Oh non, c'est bon, je vous l'ai dit à l'oral, vous pourrez le noter vous. Hein. Donc si VE est compris entre moins 0,6 et plus 0,6, on va le mettre comme ça. Q1 et Q2 bloqués. Q1 et Q2 sont bloqués. Hein. Si VE est supérieur à 0,6 volts, VS, Q1 est passant, et VS égale VE moins 0,6 volts. Et si VE est plus petit que moins 0,6 volts, VS, alors Q2 est passant, on va mettre ici Q1 passant, et si VS égale VE, si VE inférieur à moins 0,6 volts, VS égale VE plus 0,6 volts, et ça c'est le cas Q2 passant. Voilà, oui, même je pourrais mettre en régime linéaire, hein, puisqu'il n'y a jamais de saturation. Normalement, il n'y a pas de saturation tant que la tension d'entrée ici reste entre moins 10 et plus 10 volts, comme c'est dit dans l'énoncé. Hein, pour que ça sature, il ne faut pas qu'on mette une tension d'entrée qui dépasse en gros les tensions d'alimentation, par le haut ou par le bas, qui sortent de l'intervalle moins 10 plus 10. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va résumer tout ça par des courbes, c'est-à-dire la courbe qui déjà permet de tracer VS en fonction de VE. Puis on tracera IE en fonction de VE, etc. On essaiera de faire tout un tas de courbes. Voilà. Je vais effacer un peu le tableau, donc je fais une petite coupure vidéo, et on reprend juste après. Voilà, alors j'ai tracé un axe ici avec VE, et ici il y a un axe qui va correspondre à plusieurs grandeurs. Alors on va commencer par VS. Ce que je voulais rajouter avant, c'est que si Q1 et Q2 sont bloqués, comme ici, c'était évident, mais je vais quand même le dire, ça veut dire que VS vaut 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant dans la charge, donc VS vaut 0, dans ce cas-là. Voilà. Donc on voit que tout va dépendre de la valeur de... On va avoir plusieurs types de courbes selon que VE est plus grand que 0,6, plus petit que 0,6 ou entre les deux. Donc la première réflexe qu'on a ici, c'est qu'on va mettre le 0,6. Et puis ici on va mettre moins 0,6 volts. Quand on est entre les deux, la tension VS vaut 0. Donc en fait, entre ces deux tensions d'entrée, en bleu, VS vaut 0. Et c'est seulement quand VE dépasse 0,6 volts qu'on aura VS qui va suivre VE, mais avec un décalage de 0,6 volts vers le bas. Et ça veut tout simplement dire que VS il va monter avec une pente de 1, un gain de 1, comme ça, donc je vais faire une pente de 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur l'axe? On va mettre une autre tension, comme on a fait des petits calculs par exemple, pour 4,6 volts ici, mettons que ce soit là. Eh bien, on sait qu'on pourra faire correspondre une tension qui vaut 4 volts moins 0,6 volts, c'est-à-dire 4 volts. C'est ce qu'on a calculé dans le tableau d'avant. Si voilà, et ça continue comme ça, on pourrait aller jusqu'à 10 volts, et à 10 volts, eh bien, en sortie, on aurait 9,6 ici. Je n'ai pas mis 10 volts là parce que je voulais zoomer sur cette partie. Voilà. Et au-delà du 10 volts, on n'y va pas de toute façon, hein, puisque le transistor sature, enfin il sature exactement à 10,6 volts, comme dans l'exercice à collecteur commun qu'on a vu la dernière fois. Et dans les VE inférieurs à 0,6 volts, eh bien cette fois VS est égal à VE plus 0,6. Donc VS suit VE, mais toujours avec un 0,6 volts de décalage, mais cette fois vers le haut. Voilà, donc si on avait VS égale VE, ça ferait la vraie courbe VS égale VE, je vais vous la faire en pointillé, hein, elle serait comme ça.
ça c'est Vs égale VE. Voilà, donc celle-ci c'est Vs égale VE moins 0,6, c'est pour ça qu'elle est en dessous. Et celle-ci ça va être Vs égale VE plus 0,6. Donc en fait, elle va être au-dessus. Et elle va descendre avec une pente de 1. Voilà. Et si on négligeait les 0,6 volts des diodes, des transistors ici, les tensions de seuil, eh bien on aurait parfaitement Vs égale VE. Et donc ça serait un ampli parfait. Et là on voit que c'est un ampli imparfait, puisque il y a une zone morte ici, qui fait que où l'ampli n'amplifie pas correctement entre moins 0,6 et 0,6. Alors dans les traces qu'on demande de mettre en plus, eh bien il y a le courant dans le transistor IE1. Voilà. Est-ce que je le fais j'ai pas mis le symétrique, mais je pense que tout le monde l'avait vu. Si j'ai mis moins 4,6 ici, bien, en face, j'aurais fait correspondre la tension de moins 4 volts. Alors on va faire le courant dans l'émetteur du transistor 1. Donc le courant dans l'émetteur, eh bien ça va être seulement pour les VE positifs. C'est-à-dire pour tous les VE négatifs et tous les VS négatifs, c'est pas Q1 qui va conduire, ça sera uniquement Q2. Donc en fait, dans toutes ces zones-là, que je dessine ici, eh bien le courant dans le transistor 2 vaut 0. Par contre, dès que VS est positif, eh bien, il va y avoir du courant dans la charge qui est fourni par ce Q1. Donc le courant va monter comme ça. Alors je vais le monter, je vais le faire dessus, même si c'est pas la même échelle, puisque c'est échelle courant. Alors, je fais les deux courbes qui se superposent. Alors celle-ci, c'est la courbe de IE1. Et IE1, eh bien, si on fait la correspondance ici, on a vu que ici c'était 0,4 ampères. Quand Vs vaut 4 volts, exactement. Ensuite, on va mettre le courant. Je vais encore mettre des petits. J'aime bien mettre des petits. Pour le courant dans le transistor Q2 cette fois. Alors c'est un courant qui correspond au courant dans la charge, IS. Voilà. Mais mais seulement quand IS est négatif, c'est-à-dire quand IS ressort comme ça. Donc en fait c'est quand VS sera négatif. Donc ça, il va y avoir du courant seulement pour les parties VS négatives. Et ça fera un courant négatif dans IS, mais comme il est fléché ensuite dans l'autre sens dans ce transistor, il sera comptabilisé positivement si on le regarde par rapport à IE1. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Alors, pour toutes les tensions supérieures à 0,6 volts et pour tous les VS positifs, ce courant-là, il est nul. Par contre, dès qu'on devient inférieur à 0,6 volts, il y a du courant qui passe dans le transistor, il est compté négativement dans la charge, mais positivement dans le transistor. Donc en fait, ça fait une courbe qui va monter comme ça. Voilà. Et pour le moins 4,6, qui est ici, normalement il devrait être au même niveau que l'autre là. Donc j'aurais dû commencer par ça. Voilà. Allez, on va le faire mieux. Voilà, donc c'est une droite, hein, qui continue comme ça. Et donc pour moins 4,6, eh bien le courant, donc IE2, alors je vais le faire en vert, on va le faire en vert. Petit i, E2. Et là en fait, la valeur qu'on a, eh bien c'est 0,4 ampères. Ensuite, il était demandé IB1 et IB2. IB1 et IB2, c'est les mêmes allures que IE1 et IE2, c'est juste IE1 et IE2 qui sont divisés par 100. Alors si on faisait ça sur les mêmes échelles, eh bien en fait ça fait quelque chose de tout petit. C'est-à-dire que quand il y a 0,4 ampères, ici on a calculé qu'on avait seulement 4 milliampères. Donc en fait ça fait un truc qui monterait comme ça à partir de 0,6 volts et qui monterait à peine si on prend la même échelle. On peut pouvoir le dessiner bien.
En fait, qu'est-ce qu'il faut... En fait, il n'y a qu'à dire que cette courbe, c'est celle de IB1, mais il faut juste diviser l'échelle par 100. Voilà. Donc on peut dire ou 100 fois IB1. Voilà, c'est plus simple. Et puis celle-ci, on va dire que cette courbe, c'est IE2, ou c'est 100 fois IB2. Voilà, ça résume pas mal. Bon, bah, ça nous fait une belle courbe, déjà. Et maintenant, je vais faire une petite pause vidéo pour effacer le tableau. Et vous allez avoir maintenant la courbe pour une courbe si jamais on injecte à l'entrée ici une tension sinusoïdale qui oscille entre plus 4,6 et moins 4,6 volts. Donc je vais effacer ça et je vais garder ça et je vais faire une nouvelle courbe. A tout de suite.